qui travaille à Valoris pour enfants et adultes de Prescott Russell. Alors, bienvenue à tout le monde. Bon, alors, si c'est la première fois que vous participez dans nos webinaires, peut-être vous vous demandez, c'est quoi Réseau CS? Alors, Réseau CS appuie les groupes communautaires, les organismes locaux et régionaux, de même que les partenariats communautaires à travers l'Ontario pour créer des communautés dynamiques et en santé. Nous offrons des services de consultation et des activités d'apprentissage et de réseautage en anglais et en français. Nous avons plusieurs services pour répondre à vos besoins, pour mobiliser les membres de vos communautés, concevoir votre plan stratégique, planifier et animer des ateliers ou rencontres, accroître vos capacités à offrir des services en français, élaborer des politiques, établir des partenariats, et c'est tout pour créer ensemble des communautés en santé. Et ce qui est très intéressant pour Réseau CS, c'est que tous nos services sont bilingues, en français et anglais. Et grâce au gouvernement de l'Ontario, la plupart de nos services sont gratuits. Alors, c'est très facile. À la fin de notre webinaire, nous allons vous donner le lien pour établir un lien avec Réseau CS pour demander un service, une consultation ou n'importe quoi. Alors, maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Sylvie Boulay, qui est notre consultante Nexus Santé, qui va nous parler de la communication des parents et des ados. Alors, Sylvie? Oui, bonjour. Merci Suzanne, et merci à tout le monde d'être là ce matin, en ce mardi matin. Nous autres, il y a plein de soleil ici à Barrie. Alors, comme Suzanne a dit, je suis consultante et je vais juste me familiariser ici pour avancer les slides. Parfait. Alors, je suis consultante sur le projet parents, resserrer les liens parents et jeunes. Et ce matin, on voulait vous présenter un petit peu un aperçu du projet, puis vous informer par rapport à comment adapter un programme en français. Puis si vous êtes intéressé à offrir le programme dans vos communautés, bien, ça va nous faire plaisir de vous donner les informations et tout ça. Donc, je voulais ensuite aller vers peut-être donner la parole à Patricia. Patricia, est-ce que tu veux nous dire bonjour? Puis je vais juste vous mentionner que Patricia est une des personnes qui a offert le programme dans sa communauté à Rockland. Alors, vas-y, Patricia. Bien, bonjour ce matin de Patricia Etier de Rockland, de Valoris. Malgré qu'à Barrie il fait soleil, nous à Rockland ici, c'est plutôt nuageux. Mais moi, je suis intervenante de groupe à Valoris, puis j'ai eu la possibilité d'animer le groupe RLPJ. Donc, pour moi aujourd'hui, c'est de vous parler un peu plus sur mon expérience de comment s'est passé le groupe pour nous. Parfait. Merci beaucoup. Alors, le projet est sous la tutelle de Nexus Santé et de PAD, qui est Parents Action on Drug. Donc, c'est rendu possible grâce à un financement qu'on a eu de l'accord Canada-Ontario. Alors, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un petit peu vous donner le contexte du programme, le décrire, parler de l'adaptation des résultats, succès et défis. Puis, on va aller chercher un petit peu vos expériences pour les gens sur la ligne. Puis, en passant, je suis enchantée de savoir, comme on a dit qu'on avait à peu près 25 inscriptions, j'étais enchantée de savoir qu'il y avait tant d'intérêt pour les programmes pour les parents et les adolescents. Ça nous montre vraiment qu'il y a un besoin puis que les gens sont intéressés à offrir des programmes puis à améliorer la communication entre parents et ados. Alors, j'étais enchantée de savoir ça. Donc, un petit peu plus précisément, on voudrait qu'à la fin de l'atelier, vous puissiez dire que vous connaissez le programme de formation. Qu'on allez comprendre les étapes, les succès et les défis de l'adaptation d'un programme en français.
vous allez être familier, on a un feuillet d'information qui est disponible que vous pouvez télécharger, puis vous allez savoir où trouver les ressources nécessaires comme Suzanne l'a mentionné, soit pour le réseau CS ou pour le projet comme tel. Donc, un petit peu de contexte par rapport au programme RLPJ, resserrer les liens parents et jeunes. Alors, on commence souvent par la question de pourquoi. Moi, j'aime beaucoup cette citation-là qui dit « Plus qu'on a de services préventifs et de soins primaires, meilleur est l'état de santé. » Je pense que c'est vrai, plus qu'on est capable d'offrir des services et des programmes adaptés à nos clientèles en français, je pense qu'on peut garantir un meilleur état de santé. On sait qu'il y a beaucoup de stress qui se vit au niveau des parents. Je suis moi-même un parent et je peux témoigner. J'ai moi-même mes défis avec mes ados. Puis, dans la recherche, ça nous montre aussi que les parents et les ados vivent du stress dans leurs relations. Et il y a certaines situations des fois, où les gens ont besoin d'aide parce que ça déborde la situation familiale. Alors, le programme Resserrer les liens parents et jeunes peut aider au niveau de la communication dans la famille et au niveau de l'harmonie familiale. On va continuer. Puis, je veux juste vous mentionner que les gens qui sont sur la ligne, si vous voulez nous parler, il y a une boîte de gazouillis à la droite de l'écran que vous pouvez écrire une question. Et vous pouvez aussi tout simplement venir sur la ligne et puis nous poser votre question. Alors, on va laisser du temps pour les questions tout au long de la présentation. Donc, toujours au niveau du contexte, pourquoi? Pourquoi offrir un programme? C'est toujours une question d'accéder des services en français. Le programme existait en anglais. PAD avait un très beau succès pour offrir le programme. Ils ont offert à peu près 30 fois. Le programme a été offert en Ontario en anglais 30 fois. Et ils ont des données probantes qui ont prouvé l'efficacité du programme. Donc, la question suivante était vraiment de dire, bien, écoutez, pourquoi on ne l'amène pas dans la communauté francophone? On va l'essayer, on va l'adapter. Et puis, c'est de là qu'est née l'idée du projet d'appliquer pour le financement. Au niveau du contexte, on sait que les élèves de la 7e à la 12e année en Ontario sont plus nombreux à avoir consulté un professionnel en santé mentale. Ils sont aussi plus nombreux au niveau de consommer du tabac chiqué et des mélanges d'alcool et boissons énergisantes et prise de médicaments. Donc, on sait qu'il y a un besoin. On sait que les jeunes il y a de la place pour l'éducation, l'information et l'amélioration. Alors, je pense que le besoin est bien établi. Donc, on revient un petit peu sur le programme maintenant. On va rentrer dans la matière vive du programme. On veut vous dire que c'est une collaboration. Le programme en français est une collaboration de PAD, de Parent Action on Drug, et de Nexus Santé, comme on l'a déjà dit. On a offert 2 programmes jusqu'à date, un programme à Rockland et un programme à Sudbury. Et ça, c'est notre logo qui a été développé. Alors, d'où vient le programme? C'est originairement du Dr. Carol Kempfer de l'Université de Utah aux États-Unis, qui voyait des familles perdre la garde de leurs enfants. C'était vraiment des familles très à risque où il y avait des situations de violence, des situations de toxicomanie. Et puis, comme chercheur, elle voyait cette situation-là, puis elle voulait offrir très vite une boîte à outils pour que les parents puissent commencer tout de suite après la première session à changer la communication qu'ils ont avec leurs enfants, puis aussi à améliorer la communication, puis qu'il puisse y avoir des effets immédiats. Donc, tout de suite, on peut distinguer ce programme-là. Ce n'est pas un programme de counseling, c'est un programme de boîte à outils, un programme où on outille et les parents et les ados dans une soirée pour être capable de mieux communiquer, pour être capable de défaire les conflits, être capable de se parler, puis de mieux gérer le stress. Le programme a été validé au niveau d'améliorer le fonctionnement de la famille, réduire l'agressivité, la colère et augmenter l'estime de soi. Alors, quand je lisais ça, je me disais, mon Dieu, quelle famille ne veut pas avoir ça dans sa famille? C'est tellement positif et c'est tellement des choses que tout le monde est intéressé d'améliorer dans les familles. Alors, le programme est basé sur le concept de la résilience. Sur la ligne aujourd'hui, on a plusieurs intervenants d'organismes sociaux, puis le terme résilience a tout d'un coup émergé il y a quelques années. Et donc, d'abord, je trouvais ça intéressant de commencer par le définir. C'est la capacité à faire face à une situation difficile ou génératrice de stress.
dit aussi c'est l'art de naviguer entre les torrents, qui est une description très, très actuelle, peut-être très imagée. On dit que c'est une faculté qui n'est pas innée, mais elle trouve ses racines dans l'enfance, dans la relation que les parents entretiennent avec leurs enfants. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, la résilience, ça peut donc se bâtir, parce qu'on dit que ce n'est pas inné, puis que ça peut, si le milieu est là, donc ça peut vraiment, on peut vraiment voir plus de résilience du côté des parents et des enfants. Je vais juste faire une pause. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à date? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire un commentaire? Okay. Donc, on va continuer. Alors, le programme, ça ressemble à quoi? On est encore dans un petit peu le contexte, le background. Alors, si on commence en bas avec notre boîte en bleu, c'est ce qui nous vient de la chercheure originellement, un programme de 14 semaines qui a été conçu et évalué par elle. Alors, on a tiré de ça des pratiques exemplaires, puis il a été amené au Canada. Alors, à gauche, dans le cercle vert, vous avez le programme de CAMH, qui a aussi un programme pour les 7 à 11 ans, qui s'appelle Famille d'abord pour le futur, et à notre connaissance, c'est offert seulement en anglais. Et puis, à droite, vous avez tout le programme d'aujourd'hui dont on parle, donc le programme de PAD qui a été offert 30 fois en Ontario, puis ensuite la composante francophone. Si on montre le cercle en vert et en mauve, c'est notre projet, le projet pilote de PAD et Nexus Santé, d'offrir le programme à 2 communautés francophones en Ontario. Alors, ça, c'est un petit peu la base théorique. Alors, en Ontario, plus précisément, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça, on l'a offert à Sudbury en 2014, à l'automne de 2014. On a offert notre programme au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Et il s'est offert à l'été, printemps-été dernier à Valoris, à Rockland. Puis Patricia va nous parler un petit peu plus de ça tantôt, vous donner plus de détails. Une spécificité du programme, c'est que le programme doit recruter des familles, entre 7 à 10 familles qui ont des ados qui peuvent bénéficier de ce programme-là. Il se déroule sur une période de 9 sessions, 9 semaines. Alors, on a besoin d'un modèle communautaire, on a besoin de la participation de tous les organismes communautaires pour faire le recrutement de nos familles. Et ça a été un point majeur pour nous dans la communauté francophone, parce que pour trouver 10 familles francophones, il fallait vraiment aller travailler avec les écoles, travailler avec les organismes où on savait que les ados se retrouvaient, il y avait des difficultés, ou les parents avaient des difficultés. Donc, c'est vraiment basé sur un modèle communautaire pour qu'on puisse faire le recrutement, puis vraiment cibler les familles qui peuvent bénéficier de ce programme-là. Alors maintenant, je vais passer la parole à Patricia, qui va nous parler plus les buts du programme, puis comment ça s'est passé à Rockland. Alors, à toi, Patricia. Merci Sylvie. Donc, le but du programme, enfin, c'est d'augmenter la résilience, un peu comme Sylvie a parlé un peu plus tôt, améliorer certainement les habiletés parentales, augmenter les compétences sociales des adolescents, puis je pense que la clé du programme, c'est la relation parent-ado, donc l'amélioration de leur relation entre les deux. Au niveau des thèmes, chaque soir, à chaque rencontre, on a un thème différent. Donc, on parle des rôles, des responsabilités de chacun, attention positive, la communication, les attentes claires et réalistes, le stress et la colère. On ouvre une porte sur la consommation des adolescents, puis c'est un sujet c'est un soir très important parce que souvent les parents en ont parlé, mais les jeunes ne sont pas à l'aise d'en parler, mais ce soir-là donne vraiment une opportunité aux deux de discuter de c'est quoi la consommation chez les jeunes aujourd'hui et la résolution de problèmes. Donc, comment ça se passe? Donc, à chaque soir, on commence le programme avec un souper. Donc, toutes les familles arrivent vers 5h30, puis on a un souper d'à peu près 1 heure. Donc, les parents n'ont pas besoin de planifier un souper puis arriver à la course après le travail là, pour 6h30 quand le programme commence. Donc, après le souper, le groupe est séparé en 2 groupes.
Donc, on a la séance pour les jeunes et on a la séance pour les parents. On a 2 animateurs qui font l'animation avec les jeunes et on a 2 animateurs qui font la programmation avec les parents. Par la suite, on a une séance familiale où là, tous les animateurs se retrouvent avec tout le grand groupe, parents et adolescents, où ce que là, on a un retour sur qu'est-ce qui s'est passé. Souvent, on a des activités aussi parents-enfants. Il y a aussi pour les parents qui ont des enfants plus jeunes, il faut s'assurer d'avoir un service de garde sur place. Et si on n'est pas possible d'avoir un service de garde sur place, peut-être avoir des sous là, pour le gardiennage pour les familles là, qui sont à plus court d'argent. Puis, c'est certain qu'à chaque semaine, les familles sont envoyées à la maison à faire un travail parent-ado qui suit le thème du soir là, en question. Puis, la semaine d'après, ben, on fait un retour sur le devoir qui a été fait. Patricia, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Sylvie? Oui, Patricia, peux-tu nous donner une échelle de temps dans les soirées? Comment ça? Quelle heure? Ah, à quelle heure? Habituellement, le souper est à 5h30 jusqu'à 6h30. On a la première séance dure 50 minutes. On prend une pause d'une dizaine de minutes. Puis, on a un autre 50 minutes à 1 heure là, en grand groupe. Donc on termine vers 8h30. Puis, il y a combien de personnes qui ont participé? Combien de personnes ont participé à notre groupe? On avait 10 familles qui ont complété le programme. Donc, 10 familles. Donc, ça fait beaucoup de gens quand on se regroupe tout ensemble, là, parce qu'on parle, des fois, on avait le papa et la maman qui étaient présents. On encourage beaucoup que les deux parents soient là, donc ils reçoivent la même information. Ils créent des liens avec leurs ados aussi. Donc, plus les 10 jeunes parce qu'il y a des familles des fois qui ont des ados où tu as 2 ados il y en a un qui a 12 ans puis l'autre qui a 14, donc ils viennent en famille. Donc, on peut doubler ça facilement là, à 20-25 personnes alentour là, de la séance familiale de 25 personnes, là, plus les intervenants. Donc, ça fait des belles discussions à la fin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au processus là, de comment une session a lieu? OK. Il semble ne pas y avoir de questions, donc je vais poursuivre. Donc, à Rockland, ben nous, les bénéfices, on a vu, on a été témoins que les gens nous ont rapporté, que les jeunes nous ont parlé autant que les parents, c'est la communication. Une ouverture à vouloir entendre l'adolescent parler, ou même l'adolescent qui dit « Maintenant, je comprends mieux ma mère quand elle est stressée pour telle chose, ou je comprends plus mon père. » Donc, il y avait une ouverture au niveau de la communication. Il y avait un rapprochement. Tu voyais là du début du groupe à la fin du groupe comment que les jeunes et les parents se parlaient d'une autre façon, étaient plus proches, riaient, parce que les premiers soirs à l'heure du souper, c'était très silencieux, mais par la fin du groupe, là, il y avait beaucoup d'échanges au niveau là, des soupers entre les familles, il y avait du support entre les familles qui était beau aussi. Donc, il y avait de l'ouverture puis de l'empathie. Donc, ça, c'est les bénéfices que nous, on a observés là, chez nos familles. Merveilleux. Donc, je pense, Sylvie, oui, as-tu autre chose? Oui. Juste avant qu'on passe, on peut préciser que l'âge des ados était entre 12 et 16 ans. Comment ça a été pour vous de recruter des ados 12-16 ans? Les adolescents, c'est vraiment eux que nous devons recruter. Les parents, on dirait, « Ah, le jeune veut participer, ils vont vouloir participer. » Donc, vraiment, la personne à accrocher quand on ferait notre recrutement, c'est vraiment le jeune. Donc,
je vais dire ceux qui sont plus faciles à recruter, c'est ceux en bas de 15 ans, parce que quand on commence à 15 ans et plus, beaucoup de jeunes ont des travails à temps partiel qui vient difficile de vouloir les faire participer au groupe. Ils ne sont pas tous là, tous les groupes qui sont offerts. Donc, c'était plus les 12-14 ans que nous, c'était plus facile à recruter. Par contre, il a fallu aller dans des écoles, faire des présentations, puis rendre notre programme très vivant et très intéressant pour qu'eux veulent venir participer à un groupe avec leurs parents. Parce que de prime abord, les adolescents disaient un groupe avec mon père ou avec ma mère, c'est pas trop attrayant. Donc, il faut vraiment être dynamique à vouloir à rendre notre programme vivant puis dire que c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux en ce moment pour vous puis votre famille. Là. Donc, ça a été notre défi, mais on a réussi pareil. Puis là, au printemps, il va se réoffrir tellement que ça a été un succès à Rockland. Ça, c'est merveilleux. C'est une très, très bonne nouvelle et c'est superbe. C'est vraiment le fun. Puis aussi, au niveau des locaux, il faut quand même dire qu'il faut au moins un minimum de 2-3 salles, n'est-ce pas? Parce qu'on veut une session une salle pour les ados, on veut une salle pour les parents où chacun va avoir leur discussion individuelle, puis on veut la salle principale où les personnes vont manger puis vont avoir probablement la séance familiale. Comment c'était pour vous pour les locaux? Pour nous, à Valoris, on est très choyés. À Rockland, on a un nouvel édifice où on a des grandes salles. Donc, l'emplacement n'était pas un défi pour nous. Mais je peux comprendre que pour un autre organisme qui a des petites salles, ça pourrait être un défi. Donc, peut-être utiliser, si c'est possible, d'avoir un partenariat dans une école où ce que vous pouvez utiliser plus qu'une classe. Donc, vous avez plusieurs salles, mais pour nous, à Valoris, ce n'était pas un défi en soi parce qu'on a des très belles grandes salles de formation. Que j'ai pu constater sur les lieux. Oui, hein? L'autre organisme qui a offert le programme en français, c'est un centre de santé communautaire à Sudbury. Donc, il y avait déjà accès à passablement de locaux, donc par qui ils sont. Alors, ça aussi, c'est une autre possibilité à travers les centres de santé communautaire s'il y en a dans la région. Donc, c'est beau. En ce moment, on vous a mis à la droite un document à télécharger. Et là, peut-être Suzanne ou Andrea, vous pouvez juste m'aider à aider les gens à comment ils peuvent télécharger ce document-là. Moi, dans ma fenêtre, je vois RLPG, 4-pager. Ça devrait être 4 pages, là. Je ne m'aperçois que je ne l'avais pas changé. Donc, merci pour la flèche. On a un 4 pages que vous pouvez télécharger et qui va vraiment vous donner encore plus de détails dans l'organisation puis le programme. On vous invite à télécharger ce document PDF-là que vous pouvez lire plus tard. Et puis, c'est ça, ça résume toute l'implantation du programme, puis ça parle beaucoup plus en détail là, des sujets. Ça donne une vue d'ensemble encore plus précise. Alors, c'est un document que vous pouvez télécharger. Donc, sur ça complète un petit peu la partie où on voulait parler du programme. Puis, on va juste on va vous inviter à utiliser le chat ou à poser des questions. Les gens sur la ligne, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des informations que vous aimeriez savoir sur l'implantation du programme? Puis après ça, on va parler de l'adaptation. Donc, peut-être on va laisser je vais laisser un temps là, pour poser des questions ou envoyer des commentaires. Le clavardage, est-ce que quelqu'un veut faire des commentaires ou des questions, des commentaires sur comment ça pourrait se passer pour votre organisme ou ça serait quoi le besoin au niveau de communication parent-enfant dans votre organisme? Sylvie, Patricia, c'est Suzanne ici. J'avais une observation parce que moi, au mois de novembre, j'ai eu le plaisir de participer dans une activité qui était une partie du programme et c'était vraiment amusant et ça m'a donné une impression des niveaux de discussion après les activités. C'était une activité qui concernait une Kinder Egg. Est-ce que c'est possible de décrire cette activité et
la discussion après une activité comme ça dans le programme parce que c'était très amusant, mais aussi il y avait des autres niveaux de discussion. Tout à fait. Merci Suzanne pour amener cet élément-là parce qu'il faut dire ici là, que les activités du programme ils sont super interactives. Ils sont vraiment, vraiment agréables et éducatives et Patricia va pouvoir le témoigner parce que je vais lui donner la parole avec l'activité des œufs. Quand on a les activités, c'est vraiment les ados sont sur leurs pieds en train de faire des choses puis ils adorent ça. C'est vraiment très actif. Puis il y a naturellement un temps de discussion. Donc, dans la session familiale, il y a des activités pour les parents et les enfants ensemble où on va leur demander de travailler ensemble. Puis c'est là qu'ils peuvent qu'ils peuvent améliorer leur interaction puis pratiquer des messages en jeu ou des choses positives, des compliments. Alors, Patricia, veux-tu nous décrire l'activité des œufs et l'impact que ça a eu dans votre groupe? Oui. Donc, l'activité des œufs, c'est un œuf Kinder Surprise qu'on demande aux gens à l'adolescent de construire avec des pailles quelque chose pour mettre pour mettre l'œuf dedans pour que quand on va le laisser tomber d'une certaine hauteur, que l'œuf soit protégé. Donc, le jeune doit être créatif à créer une sorte d'enveloppe de boîte avec des pailles pour protéger son œuf. Entre-temps, le parent doit assister le jeune à faire ceci. Il y a des consignes, par exemple, il ne peut pas donner des conseils aux jeunes comment faire sa création là, de protection pour son œuf. La seule chose que le parent peut faire, c'est de donner des compliments aux jeunes, de l'encourager. Donc, il faut tout ça soit de communication positive. Le seul temps que le parent peut s'impliquer ou s'ingérer, c'est si le jeune demande aux parents, ben, maman, est-ce que tu pourrais m'aider à tenir ceci ou est-ce que tu pourrais mettre un morceau de ruban gommé après ma paille parce que je tiens la paille, ces choses-là. Donc, quand que ça est complété, là, on fait le test de laisser tomber l'œuf d'une certaine hauteur là, par terre, voir s'il va briser ou la structure est assez forte pour protéger l'œuf. Par la suite, on a une discussion. On demande aux jeunes de savoir comment c'était de pas de juste avoir des beaux compliments ou des beaux mots d'encouragement du parent. Donc, les jeunes souvent vont dire, ben, pour une fois, elle me laissait faire. Oui, il me laissait faire. Parce que dans la vie de tous les jours, ben, les parents s'ingèrent, puis ils sont très proches de leurs jeunes, ils leur disent quoi faire. Donc là, le jeune se sentait en contrôle de sa structure, de ce qu'il est en train de faire. Puis après ça, on a la discussion aussi avec les parents, comment eux ont trouvé ça. Puis pour certains parents, de laisser le jeune faire sa propre expérience de bâtir cette protection-là pour l'œuf, c'est très difficile, je suis pas capable. Je voulais lui dire plein de choses, puis là, je voulais lui dire non, fais pas ça comme ça, je lui ai donné mes conseils, puis c'était difficile de juste rester sur le positif puis de l'encourager. Donc, c'est la discussion qu'il y a après cette activité-là, qui est très, très positive, là, et c'est tout le temps fait en riant. Donc, les parents rient de leur propre situation ou comment ils ont vécu ça, ainsi que les jeunes. Donc, ça fait une belle dynamique de groupe. Et c'est ce qui fait que les parents et les enfants ont du plaisir ensemble. Ça, c'est vraiment le fun de voir ça, n'est-ce pas, Patricia? Oui, c'est excellent. C'est vraiment, les activités sont très bien basées de façon à que les jeunes veulent revenir. Il faut se souvenir que les jeunes, c'est vraiment les jeunes qu'on doit accrocher. Donc, les jeunes veulent revenir parce qu'ils ont eu du plaisir. Puis quand on a du plaisir, ben, c'est plus le fun à revenir de semaine en semaine. C'est super. Parfait. OK. Excellent. Alors, ça, c'est un des exemples de belles activités qui a lieu dans le programme. Puis c'est ce qui m'a frappé quand on a commencé à prendre connaissance des détails du programme, comment c'était vraiment actif. Hein, puis on utilise bien la créativité des deux parties, des parents et des enfants, des adolescents. Alors, peut-être on peut rentrer tranquillement dans notre bloc adaptation. Donc, quand on veut faire une adaptation, par exemple, d'un programme, puis nous, on l'a fait en français, mais ça peut sûrement se faire dans d'autres langues.
qu'est-ce que ça veut dire, puis comment ça s'est passé théoriquement. Alors, l'adaptation culturelle, c'est défini comme une modification systématique d'un traitement basé sur des données probantes ou d'un protocole, en considérant la langue, la culture et le contexte d'un client. Alors ça, c'était vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il fallait vraiment considérer la langue française, notre culture, puis notre contexte. Puis par rapport à ça, je peux tout de suite rajouter au niveau de la langue, par exemple, on a vu qu'il y a des mots qui passaient moins bien, puis suite à la revision du programme, ça a d'abord été traduit, puis après ça, on a fait vérifier auprès des projets quels mots accrochaient, etc. Et il y avait un mot, par exemple, qui disait c'est les tâches ménagères qui accrochaient, Patricia, chez vous? Je me rappelle. Oui, chez nous, c'était les corvées. Les corvées, dans le texte, c'est écrit les corvées. Puis, dans mon coin de pays, les gens, c'est pas ce mot-là qu'ils utilisaient. C'était comme pour certains gens, c'était les corvées. Même ils nous ont posé la question de savoir c'est quoi c'était. Puis là, on a expliqué c'était les tâches ménagères. Puis là, les gens étaient comme ah oui, ok. Donc, des fois, juste ajuster le langage, il y a une meilleure compréhension là, de la part de nos clients. Oui, tout à fait. Après ça, la culture, bon, ben, pour que ça a l'air d'être un programme qui colle à la réalité. Puis finalement, le contexte. Alors, dans le contexte, nous, par rapport au contexte des francophones en Ontario, on a réalisé qu'on ne pouvait pas juste centrer sur les familles à risque, les familles qui avaient des problèmes de toxicomanie ou qui avaient déjà des situations au niveau de la communication dans la famille, parce que ça aurait été un recrutement qui aurait été trop ardu dans les limites de temps qu'on avait. Alors, on l'a ouvert à toute famille qui veut améliorer sa communication. Donc, on l'a ouvert un peu plus large que ce que le programme a été d'abord été conçu pour une clientèle spécifique et nous, c'était beaucoup plus large à toute famille qui veut améliorer sa communication. Au niveau de l'adaptation culturelle, une méta-analyse de 65 études a prouvé qu'effectivement, c'est efficace. Quand on rentre des éléments qui collent à la réalité des gens, puis qu'on leur parle dans leur langue, et puis qu'ils se reconnaissent, alors effectivement, ça marche comme on le sait dans la communauté francophone, parce que sûrement que les gens sont sur la ligne aujourd'hui, ont beaucoup d'expérience avec les interventions communautaires et des initiatives communautaires. On voit aussi une augmentation de la participation de 40 puis ça, on l'a vu dans les formulaires d'évaluation à la question « Est-ce que le fait que c'était offert en français a influencé votre décision? » Les gens ont dit oui. Puis les gens nous disaient aussi qu'ils ont vraiment compris, qu'ils ont compris les documents, compris ce qu'on leur disait dans les sessions, compris les exercices et les travaux à faire à la maison. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Donc, ça continue. Toujours sur l'adaptation culturelle, ça veut dire quoi? Quand on adapte culturellement, ça veut dire qu'on peut changer la langue, emmener des chansons, des histoires, etc. Donc, ce sont des éléments qui sont nécessaires et puis on dit qu'ils n'ont pas d'impact sur les éléments de base du programme. Parce que ce qui est important, c'est toujours de maintenir l'efficacité de base parce qu'il a été évalué. On sait qu'on veut garder la base. On sait que ça marche. Cette procédure-là marche. Ces concepts-là, quand ils sont traités, ils fonctionnent. Donc, c'est ça qu'on veut garder, mais on veut quand même ajouter à ça là, des éléments des éléments qui font que le programme nous ressemble et puis qu'on peut s'identifier avec. Si on continue. Donc, dans les évaluations de notre adaptation, les adolescents et les parents nous ont donné une note très haute au niveau de la satisfaction, 86 et 100 Donc, ils étaient très satisfaits du programme. Ça, c'était vraiment le fun de pouvoir lire ça puis de pouvoir voir comment ça a été utile. Ils ont aussi affirmé à l'unanimité qu'ils le recommanderaient à d'autres. On peut voir que ça s'est passé à Rockland parce qu'il y a un autre groupe qui va commencer, donc on est enchanté de ça. Ils nous ont dit aussi que l'appréciation du français comme langue de communication et de livraison, c'était important. Puis le fait qu'il soit livré en français était très important pour 72 des adolescents et 87,5 des adultes. Et c'était même nécessaire à la pleine compréhension, tant à l'oral qu'à l'écrit. Ça, des fois, on sous-estime, on offre des programmes, on sous-estime que le fait que c'est offert en français, comment on rejoint les gens, mais on peut juste se mettre dans la peau quand on est allé des fois un cours en anglais, puis des fois, il peut y avoir un concept, un mot, une expression qu'on n'est pas familière. Mais là, on pouvait vraiment voir que les gens comprenaient totalement ce qu'on disait et on les rejoignait. C'est ça qui fait vraiment la différence.
Finalement, parents et ados ont aussi dit que ça les a encouragés à participer plus activement pour 43 et 87,5 Et puis, c'est là aussi où on voit que les gens se sentent à l'aise. Parce que si le programme était offert en anglais, bon, c'est sûr qu'il y aurait peut-être eu moins de participation. La zone de confort est peut-être moins grande, mais là, la zone de confort était très grande. On était enchantés de voir ça. Alors, qu'est-ce que les gens nous ont dit concrètement, Patricia? Peut-être tu peux nous parler de votre groupe. Qu'est-ce que tu as entendu des parents et des adolescents? Je pense que les commentaires qui revenaient le plus souvent des parents, c'est que c'était un temps propice pour prendre un temps pour leur famille, puis ils étaient juste heureux que leurs adolescents, nous c'était plutôt des adolescentes qu'on a eu dans notre groupe, que leurs adolescentes avaient voulu participer à ça, puis ça avait fait un rapprochement entre le parent, que ce soit le père ou la mère, avec leurs adolescentes. Donc pour eux, ils voyaient juste du bénéfice, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'ouverture, que quand ils se parlaient, il y avait une meilleure ouverture à m'écoute, à prendre le temps de m'écouter au lieu d'être sur la défensive tout de suite. Donc, il y avait une amélioration au niveau des relations, peu importe le niveau là, que c'était. Tandis qu'au niveau des jeunes, on avait plus, maintenant mon parent peut qui se ressemble aussi, mon parent m'écoute plus, me semble qu'il y a une meilleure compréhension. L'autre chose, le fait que c'était plein de jeunes filles à peu près de la même âge, ils sentaient qu'ils vivaient la même chose, les mêmes problèmes. Donc, il y avait comme un côté du social. Je me suis fait des amis où je me sens comprise par les autres participantes du groupe. Donc, ça, c'était ce qui revenait le plus dans les commentaires. Super. Et puis, si on rentre dans le processus d'adaptation, dans les défis, alors on voulait juste entendre un petit peu par rapport à comment ça a été au niveau des défis. Nos défis, notre premier défi, ce fut le recrutement, parce que le but, c'est d'accrocher le jeune. Et on s'est rendu vite compte que le parent t'a poursuivi facilement, mais notre client premier était le jeune. Donc, comment qu'on embarque des jeunes à vouloir participer dans un groupe quand il y a plein d'autres activités qui est plus intéressante pour eux que passer du temps avec leurs parents. Donc, il faut être créatif. On s'est présenté dans des écoles sur des heures de dîner en offrant de la pizza. On a fait des présentations dans les classes où on discutait là, de comment c'était important la relation parent-enfant, hein, puis que c'était important à l'adolescence. Puis, donc, il y a des jeunes qui ont embarqué là-dedans, qui ont été touchés par les présentateurs, qui ont été capables d'aller les rejoindre. C'est sûr qu'il faut avoir une équipe très dynamique parce qu'on travaille avec des jeunes. Donc, si moindrement, on est moins dynamique, difficulté de rentrer en contact avec des adolescents, ça va devenir plus difficile au niveau du recrutement. Puis l'autre chose, c'est d'avoir des liens communautaires, des partenaires communautaires qui nous laissent vouloir donner de la publicité dans leurs écoles ou dans leurs organismes pour pouvoir là, faire du recrutement. Donc ça, c'était un de nos défis. Puis par la suite, c'est d'essayer de garder ton groupe actif, puis qui participe, qui revient de semaine en semaine. Puis l'autre chose qu'on a fait aussi, c'est il y a au niveau de la flexibilité, on a un programme qui est tout bien construit, qui est super bien fait, mais des fois, il faut aller avec un peu de flexibilité pour adresser peut-être qu'est-ce qu'un parent ou les parents veulent parler un petit peu plus parce que c'est sûr que quand on regarde le programme, c'est écrit 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes pour telle activité, mais quand on est en train de le vivre, parfois, on réalise qu'une activité peut prendre peut-être 20 minutes quand on pensait que c'était pour en prendre seulement 10 minutes. Donc, il faut être capable de vivre là-dedans, d'adapter, tout le temps en respectant qu'est-ce que le programme prescrit, mais dans le fond, en l'adaptant de façon un peu plus flexible aux besoins de notre clientèle. Merveilleux.
Merci. Tu as vraiment bien résumé les défis d'adaptation. Puis c'est aussi ce qu'on a entendu dans l'autre groupe pilote à Sudbury. La question des familles, qui est francophone, anglophone, et le recrutement. Et puis, on va aussi parler que des fois, c'est pas les parents qui font la garde des enfants, des fois, c'est d'autres personnes dans la famille. Alors, le programme est quand même offert à toute personne qui a la garde des enfants au moment où le programme se déroule. Donc, ça peut être un grand-parent ou ça peut être un foyer nourricier. C'était quand même ouvert là, à toute personne qui a la garde de l'enfant. Donc, ça ouvre aussi d'autres portes. Alors, on va continuer. Toujours en parlant de notre processus d'adaptation. Alors, on a fait un feuillet, 6 conseils d'adaptation culturelle, et encore une fois, à droite, vous pouvez télécharger le RLPJ 6 conseils pratiques PDF, où on a résumé un petit peu notre expérience, puis ça serait des points comme les 6 points essentiels. Si vous adaptez un programme, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que les étapes à s'assurer de rencontrer ces étapes de base-là. Donc, on parle en résumé ici, on va juste brièvement les mentionner, on parle d'avoir une équipe de coordination qui équilibre les besoins culturels de l'auditoire et ceux du programme. Et ça, on a vu ça aussi parce qu'au moment où on se parle, le programme se déroule aussi à Toronto avec une clientèle de familles nouvellement arrivées au Canada, avec l'organisme La Passerelle. Et il y a beaucoup de situations qu'ils ont eu à adapter parce que soit que la clientèle ne pouvait pas rencontrer les critères ou il y avait besoin de choses en particulier. Et puis, donc, c'est vraiment ça, c'est toujours une question de coordonner les besoins culturels puis ceux du programme. On a aussi mis en place un comité consultatif. Donc, on est allé chercher, on a fait un appel à des organismes communautaires pour dire on va mettre en place cette étape, ce projet-là, cette initiative-là pour la communauté francophone. Seriez-vous intéressés à nous guider? Et ça a été, on les a appelés nos alliés sur le terrain parce que ce sont eux qui ont donné vraiment des choses très, très précises, entre autres comme le titre du programme. On parle de resserrer les liens, donc on ne parle pas d'améliorer, on parle vraiment de garder qu'est-ce qui est bon puis de faire que c'est encore mieux. C'est là qu'on a décidé de parler d'adolescents, de jeunes. Donc, toute la question du vocabulaire et aussi la question de l'approche. Comment on va aller chercher nos projets pilotes? Quelle communauté où on va aller? Alors, on a fait un appel à la communauté francophone, puis c'est là que les communautés de Sudbury et Rockland ont répondu à l'appel. Donc, les mots et les concepts sont aussi importants, sont aussi très importants parce que des fois, il faut aller au-delà des mots. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Il faut que les mots parlent aux gens. C'est la question de la reconnaissance linguistique et culturelle. Prévoir dès le départ l'évaluation. Alors ça, l'évaluation dans un projet comme ça, c'est super important parce que c'est grâce à l'évaluation qu'on va pouvoir dire on l'a adapté puis c'est pas juste une traduction, là. Alors, donc, l'évaluation nous a permis de revoir le cartable, nous a permis de revoir l'impact du programme qu'il y avait sur la clientèle. Alors, à plusieurs niveaux, l'évaluation est vraiment, vraiment primordiale. L'équipe d'animation est super importante parce que tout le programme repose sur les animateurs. Ce que j'ai entendu dans les 2 sites, c'était que les gens avaient déjà de l'expérience en animation, puis ça allait bien. Puis nos animateurs d'ados avaient déjà animé des groupes d'ados. Nos animateurs de parents animaient déjà plusieurs groupes, dont des groupes de parents. Alors ça aide et ça donne une longueur d'avance parce qu'on ne commence pas à la case 0. Puis aussi, le groupe est en confiance et peut se relier sur l'expérience. Entre autres, chez vous à Rockland, Patricia, vos animateurs ados étaient assez jeunes, hein? C'était des jeunes adultes. Puis ça, oui, c'est des jeunes adultes. C'est une identification. Il y a une identification qui peut se faire là aussi, hein? Quand les animateurs des ados, c'est des jeunes adultes. Oui, mais je pense que ce qui est oui, c'est sûr, par rapport ils sont plus proches au niveau âge avec les adolescents, mais je pense que ce qui est le concept clé, c'est le dynamisme des intervenants. Puis de vouloir rendre le matériel, de vouloir rendre les sessions très interactives et très engageantes, là. Donc, de cette façon-là, les adolescents participent encore plus. Oui, tu as vraiment raison. C'est vraiment ça. Et finalement, l'adaptation, c'est une boucle de rétroaction. Ça veut dire qu'on va recevoir du feedback, on le remet en place, on reçoit d'autres feedbacks. Alors, c'est une boucle continuelle d'adaptation, de rétroaction, où
on veut vraiment implanter le feedback qu'on a reçu, puis on veut le retester, etc. Puis donc, on l'a mis comme une situation qui est continue. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le ciment, comme on dit en français. Alors, en gros, ce sont nos conseils, c'est tirer sur notre expérience, tirer sur nos succès et nos défis qui étaient au niveau du recrutement. Et puis, en gros, c'est ça. On a voulu résumer ça dans un feuillet là, très simple à portée de la main. Donc, peut-être que la prochaine étape, c'est tout simplement d'avoir un peu une rétroaction des gens sur la ligne. On est vraiment curieux et curieuse de savoir si vous avez déjà adapté un programme basé sur les données, les leçons que vous avez apprises, des défis ou des succès. Est-ce qu'on peut avoir quelques personnes là-dessus? Puis je vois qu'il y en a un commentaire, un clavardage. Comment est-il organisé pour la logistique du repas, traiteur, buffet, boîte à lunch? Est-ce qu'il y avait des frais? Donc, peut-être je vais laisser Patricia répondre à cette question-là, puis je vais compléter avec l'expérience de Sudbury. Donc, pour nous, à Rockland, c'est sûr qu'il n'y avait pas de frais pour les parents. Le groupe est complètement gratuit pour les familles. Donc, grâce à Nexus Santé, on peut avoir une subvention pour pouvoir payer là, pour les repas. On a fait venir des traiteurs, on a fait venir de la pizza, on a utilisé dans notre région, on a un Saint-Hubert. Donc, puis on a essayé de trouver les repas, des repas complets, nutritifs, mais aussi on a regardé au niveau des budgets là, pour s'assurer que les repas n'étaient pas très dispendieux. Donc, ça, c'est qu'est-ce que nous, on a fait à Rockland, mais on s'assurait que le repas était un repas complet. C'est ça, exactement. À Sudbury, c'était dans un centre communautaire où il y avait déjà une cuisine et déjà il servait un centre pour personnes âgées et il servait des repas. Donc, on a acheté, le projet a acheté les repas à partir à cet endroit-là. Donc, s'il y avait vraiment une cuisinière sur place qui faisait les repas pour tout le monde, des repas santé, un peu comme vous avez mentionné, Patricia. Chaque communauté va définir qu'est-ce qu'ils ont besoin. En général, c'est les repas qui est le principal coût du programme. Certaines communautés vont faire appel à des dons il y a 9 sessions, donc 9, ça pourrait être 9 entreprises dans la communauté qui pourraient participer, ou ça peut être un organisme qui va subventionner une partie des repas, par exemple. Donc, c'est ça. C'est ça pour les repas. Et aussi, il y a une question sur les cadeaux pour inciter à participer, surtout pour les premières rencontres. De quel type de cadeaux s'agissait-il? Patricia, veux-tu nous donner des exemples? Oui, nous, on a acheté des cartes cadeaux. Mais selon notre expérience, c'est pas les cadeaux qui incitent les gens à participer. Qu'est-ce qui est plus important, en tout cas pour notre communauté, a été les repas et a été le support qu'on a donné aux familles, soit pour le gardiennage ou même des cartes de gaz pour le transport. Donc, pour ces familles-là, le déplacement était difficile parce qu'on est dans une communauté rurale, donc ils doivent se déplacer en auto. Le gaz, au moment où on a donné le groupe, le prix du gaz était très haut. Donc, les parents appréciaient plus le repas, les cartes de gaz, les sous pour le gardiennage que les cadeaux, là, des cartes cadeaux qu'on a données. C'est sûr qu'ils l'ont apprécié puis ils n'ont pas refusé de les prendre, mais nous, on a vu que c'était plus les à côté qui étaient un incitateur à participer que la carte cadeau, les certificats cadeaux de prix de participation. Parfait. C'est une excellente question. On va vous donner des exemples de cadeaux qu'ils ont reçus. Ça peut être une carte de 2 $ de Tim Hortons. Donc, un groupe de 10 personnes, ça va être 20 $ pour les parents, peut-être un autre 10 $ pour les 10-20 $ pour les ados, dépendamment du nombre de personnes. Un autre exemple de cadeau, ça peut être un petit objet comme un carnet de notes pour la famille. Puis dans le programme, on a du matériel qui vient avec le programme quand on décide de l'offrir, qui nous vient avec les cartables qui sont fournis. On a par exemple, un puzzle magnétique qu'on peut afficher sur le frigidaire avec des mots-clés comme communiquer, respecter, complimenter. Donc, à chaque semaine, la famille peut mettre ces mots-clés-là sur le frigidaire. Alors ça, c'est des exemples de cadeaux. Pour ce qui est des frais,
les frais globaux, parce que merci pour la question de la personne qui a demandé, Dr. Claire Jutra, pour le budget à prévoir pour les personnes familles pour le programme. On peut donner des chiffres en général, mais ça va être toujours dépendamment de l'organisme. Si vous êtes un centre de santé communautaire et vous avez déjà des animateurs sur place, ça veut dire que c'est des gens que vous n'avez pas besoin de payer. On va parler de 3 000 à 6 000 $. C'est principalement la principale dépense, à part les ressources humaines, c'est les repas. Les repas pour nourrir tout ce beau monde, incluant les animateurs, parce qu'on veut que les animateurs assistent au repas pour toujours faire des liens, puis toujours être présents. Donc, c'est vraiment ça. Alors, ce serait entre 3 000 à 6 000, puis ça va dépendre de comment la formule aura pas, comment ça va coûter. Pour le gardiennage, j'imagine que c'est des frais de gardienne. L'organisme qui hôte va décider, des fois ils ont des politiques, puis ils vont décider eux-mêmes de qui va garder, quelle personne dans l'organisme est qualifiée pour garder, puis où est-ce que ça va se passer. Donc, on va avoir les enfants dans une petite pièce ou dans un autre local tout à fait séparé avec des jeux de bricolage, etc. Et souvent, ça va faire partie de l'ensemble des frais. Alors, en gros, c'est un petit peu ça. Est-ce il y a des questions qu'on n'a pas pensées? Pizza dans les écoles. Voulais-tu parler de ça, Patricia? Comment vous avez fait pour offrir la pizza dans les écoles? Les jeunes devaient s'inscrire. On avait été faire une présentation dans les écoles. Les jeunes devaient s'inscrire. Donc, on savait le nombre de pizzas commandées. Mais je me souviens plus, encore là, c'est tout le temps relatif à combien de jeunes qui assistent. On avait eu une quinzaine de jeunes qui avaient assisté, donc fois 2 morceaux de pizza chacun avec des jus et bouteilles d'eau. Je pourrais pas dire comment ça avait monté là, au niveau argent, mais on peut faire le calcul là, selon votre région. Puis, si vous êtes capable d'avoir de la pizza là, à bas prix, parce que des fois, il y a des restaurants de pizza que parce que c'est pour un groupe communautaire, ils ont des prix là, à taux réduit. Donc, ça aussi, des fois, c'est bon à regarder ou à voir si vous avez ça dans votre région. Exact, tout à fait. Donc, en gros, tous les frais vont dépendre d'où est-ce que vous habitez, de votre situation, combien de personnes qu'il faut recruter pour offrir le programme. Et puis, il y a des choses, c'est pour ça aussi qu'on parle de connecter avec les organismes communautaires. Peut-être que le bureau de santé publique peut fournir les cartes cadeaux, par exemple. Peut-être que, comme ça s'est fait dans une région. Peut-être qu'un autre organisme local, quand il sait que vous allez partir un programme pour les ados et les jeunes, bon, peut-être qu'un magasin local peut fournir quelque chose. Donc, on peut faire appel aux ressources communautaires et voir qu'est-ce qui est disponible. Alors, donc, y avait-tu d'autres questions? Alors, je ne sais pas pourquoi moi, mon screen, j'ai juste le clavardage pour tous, c'est ça qui est arrivé. Je ne sais pas si votre screen a été monopolisé par l'écran de clavardage. Oui, moi aussi, je ne suis pas capable de le remettre en petit. C'est ça. Suzanne, est-ce que tu es autour? OK. Peut-être Andrea? Peut-être que je vais envoyer un message. OK. Alors, en gros, c'était ça, on voulait juste voir s'il y avait d'autres personnes qui voulaient nous envoyer leurs commentaires ou les expériences qu'ils ont eues avec des parents et des ados. Il faut dire aussi que dans les 2 endroits où on a offert le programme, il y avait déjà eu auparavant des programmes pour soit les parents ou soit les ados. Alors donc, il y avait déjà comme des choses qui avaient déjà été mises en place. Et puis, c'est la spécificité de ce programme-là. Merci d'avoir amené l'écran. C'est la spécificité de ce programme-là, c'est d'avoir les 2 clientèles en même temps dans le même programme. Donc, c'est vraiment très, très spécifique. Alors, on va juste finir avec quelques questions. Je vois qu'il y a un autre clavardage qui s'en vient. Alors, y avait-tu d'autres choses? Peut-être on va laisser juste une minute pour les gens pour soit parler ou nous écrire avec leurs questions. Le cartable. OK, je vois qu'on a une question. Le cartable vient avec la formation. Si vous êtes intéressé pour obtenir le programme, à ce moment-là, vous communiquez avec PAD, Parent Action on Drug, ou vous pouvez communiquer avec moi. Mes coordonnées sont à la fin de cette présentation-là.
Et on va définir avec vous, on va venir avec vous faire une petite présentation au personnel qui va animer le groupe et tous vos partenaires communautaires, parce que c'est vraiment grâce aux partenaires communautaires que vous allez recruter. On le répète parce que l'emphase est bien important. Alors, cette formation-là, c'est une formation d'à peu près une journée. Et dans cette journée-là, on remet les cartables. On remet les cartables pour offrir le programme en français avec le matériel de promotion qui va avec les sessions. Je pense qu'on envoie une boîte, dès que vous avez la confirmation que votre groupe va partir, on envoie une boîte de promotion de ce qu'on a en termes de matériel de promotion. Alors, donc, il n'y a pas de coût pour les cartables, mais il y a un coût pour la formation, un coût de, je ne pourrais pas dire, là, mais un coût qui couvre les dépenses de base, qui est assez abordable. Alors, on va vous inviter à communiquer avec moi ou communiquer avec Pad. Okay. Merci. Oui, merci Suzanne pour mettre mon courriel. C'est super. En français. Oui, les cartables sont en français. Je ne sais pas si c'était une question, mais tout est en français. Alors, je vois qu'on est 3 minutes. Il nous reste 3 minutes, donc peut-être on va juste finir avec mes coordonnées et les coordonnées de Patricia s'il y en a qui avaient des questions par rapport à l'implantation. On est absolument enchanté d'offrir encore une fois le webinaire. On est enchanté qu'il y a beaucoup d'intérêt pour améliorer la communication entre les parents et les adolescents. Et puis, on vous invite à regarder dans vos communautés, ce serait possible d'offrir le programme qui est disponible là, dès maintenant. C'est quelque chose qui peut se faire. Et puis, notre projet va finir au mois de mars, au 30 mars. C'est un projet qui a été financé sur une période de 2 ans et demi. Et puis, après ça, ça va être à la demande. Le programme va se faire selon la demande des communautés. Donc, peut-être, Suzanne, je vais te redonner la parole. Et puis, je vais remercier tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup à Sylvie et à Patricia pour cette excellente présentation. Super intéressant sur le programme Resserrer les liens entre parents et jeunes. Et comme Sylvie a dit, vous pouvez demander plus de renseignements au courriel de Sylvie et au site web rlpg. pad.org, mais nous avons déjà partagé ce lien. Et je voulais parler juste pour 2 minutes de nos services, encore une fois, de Réseau CS et comment nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre. Le site web est marqué sur le diapo et nous avons, encore une fois, nous avons des services de consultation, je vais juste retourner d'activités d'apprentissage, ressources éducatives et apprentissage mutuel. Et c'est très facile à nous rejoindre. C'est marqué ici le courriel, le site web, Twitter et téléphone. Alors, beaucoup de moyens à nous trouver. Et s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais vous simplement dire qu'il y aura une évaluation électronique qui va arriver dans vos boîtes de courriel bientôt et ça nous aide beaucoup à améliorer nos présentations à l'avenir. Et aussi, vous allez recevoir une copie de la présentation ou un lien pour accéder à la présentation et pour poser d'autres questions si vous en avez. Et alors, merci encore une fois d'avoir participé. Et au plaisir de collaborer ensemble. Merci encore une fois à Sylvie Boulet, à Barrie, Patricia Etier à Rockland et aussi à notre équipe de Réseau CS ici à Toronto. Alors, bonne journée à tout le monde et merci beaucoup. Merci et bonne journée. Bye bye tout le monde. Bye bye.